Professeur Didier Raoult, où en est-on de l'épidémie et comment voyez-vous le contrôle de cette épidémie ? Sur l'épidémie, vous voyez, c'est des variants successifs qui s'imposent en général quand le variant précédent est en fin de course. Donc, on a vu que la course de ces variants, c'est quelque chose qui est autonome, c'est-à-dire c'est l'accumulation des mutations qui fait que, pour les coronas, quand il y a 7-8 mutations qui sont apparues dans un nouveau clone épidémique, c'est-à-dire en moyenne en 3 mois et demi, il disparaît. Donc, soit il est remplacé parce qu'il y a quelque chose qui émerge, qu'on ne voit pas, mais qui est à l'intérieur de tout ça, et qui donne une nouvelle mini-épidémie. Sinon, chaque mini-épidémie, à l'intérieur même des variants, dure 3 mois et demi. Et alors, quand elle s'épuise, pour des raisons que je ne connais pas, sur lesquelles il y a tout un tas de théories, ça laisse la place à un nouveau variant. Et où est-ce que ce nouveau variant, là, qui est le BA2, va aller ? On ne sait rien du tout. Il se fait des recompositions virales de manière permanente, et on ne sait pas pourquoi certaines vont avoir un succès vis-à-vis de l'épidémie humaine et d'autres ne vont pas avoir de succès. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir qu'on avait déjà plus de vaccinés que de non-vaccinés qui faisaient une infection par Omicron. Mais alors maintenant, ce qui arrive pour la première fois, ce virage, c'est que la proportion des infections par Omicron est plus importante chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. C'est-à-dire les gens qui viennent ici pour se faire tester, quand ils sont vaccinés, ont plus de chances d'avoir Omicron que les gens qui n'ont pas été vaccinés. Donc c'est quand même, là aussi, il faut être prudent sur l'efficacité de ce vaccin sur le contrôle de la maladie, quand même. Je suis d'ailleurs intéressé, ces dernières semaines, j'ai trouvé que les choses prenaient un tour qui était intéressant et raisonnable. Vous voyez, je pense, et nous, on a entendu des discussions, là, des gens qui commencent à en avoir assez de la modélisation et des prédictions magiques, parce que ça ne marche pas, parce que c'est très difficile, c'est des choses qu'on ne connaît pas, il y a une part d'inconnu, et puis les remaniements des virus dans nos écosystèmes sont imprévisibles, leurs capacités à se développer chez l'homme ne le sont pas non plus. Et donc, déjà au début, c'était complètement déraisonnable de faire des modèles, mais maintenant, si on ne s'en rend pas compte, c'est que vraiment, on n'est pas très lucide. Et puis, donc ça, c'est le premier point sur lequel j'étais en désaccord depuis le départ avec le conseil scientifique qui basait sur des spéculations plutôt que sur du travail de terrain au quotidien, si vous voulez, les stratégies. C'était mon point de vue. Puis je suis content parce que Olivier Véran a déclaré effectivement sur le 16 mars que finalement toutes ces mesures sociales, le pass sanitaire, le pass vaccinal, finalement ça ne marchait pas. Donc c'est pour ça qu'on l'a arrêté, parce que dans les pays dans lesquels on continuait, il y avait la même cinétique de l'épidémie, et que donc maintenant on a assez de recul pour voir qu'il n'y a aucune évidence dans le monde que ces mesures aient fonctionné, sauf effectivement à faire dans les îles, soit politiques, soit géographiques, l'interdiction des voyages qui empêchent la circulation des mutants nouveaux et l'isolement au tout début, en particulier si on arrive à isoler les gens au tout début, à bloquer l'épidémie, on bloque l'apparition de nouveaux mutants favorables. Donc ça, c'est à retenir pour l'avenir. Donc je suis ravi que l'on soit maintenant d'accord avec le ministre de la Santé que ce n'est pas vraiment une nécessité, le pass vaccinal, ni le pass sanitaire. Deuxièmement, je suis aussi content que Jean-François Delfrécy, avec qui on avait fini par être franchement en désaccord, ça m'ennuie, je le connais depuis très longtemps, finisse par être à peu près d'accord avec moi, en disant, écoutez, les gens qui sont en risque, le bénéfice-risque, on peut le calculer. Donc on peut calculer que les gens qui ont un risque vont avoir un bénéfice. Quand le risque est devenu tellement minime ou inexistant, il ne peut pas y avoir de bénéfice, puisqu'il n'y a pas de risque.
D'accord ? Et que donc, quand il dit, écoutez, la vaccination de toute la population, qu'il a des doutes, moi j'ai des doutes depuis un certain temps, surtout qu'on voit bien qu'il y a plein d'animaux qui sont capables de service de réservoir, et puis qu'on voit bien n'importe qui veut bien se donner la peine de regarder le site de Johns Hopkins ou celui de l'Europe, eh bien on voit tout de suite qu'il n'y a pas de corrélation entre le nombre de vaccins réalisés, la mortalité, la fréquence de la maladie. Donc là, c'est plus des prédictions basées sur des échantillons triés dont on ne sait pas comment ils ont été triés réellement. En particulier, une chose qui m'ennuie, c'est qu'on enlève les 15 premiers jours, alors que je sais qu'il y a des cas dans les 15 premiers jours après la vaccination ou après les injections. Donc je suis d'accord avec ce que dit Delfrécy. Donc vous voyez, déjà, je suis d'accord avec ce que dit M. Véran. C'est bien, je suis d'accord avec ce que dit Delfrécy. Et en particulier, la vaccination dans les tranches jeunes, alors qu'on n'a pas de bénéfice ou si peu à espérer. Est-ce que c'est raisonnable de faire des campagnes de vaccination massive alors qu'on ne connaît pas les conséquences à long terme? Là, le risque a des chances raisonnables d'être plus important que le bénéfice. Et donc, c'est ce que dit Jean-François Delfrécy. D'ailleurs, il dit les citoyens votent avec leurs pieds. C'est une expression qui avait été donnée il y a bien longtemps. Ça veut dire qu'en pratique, ils ne veulent pas vacciner leurs enfants. Et donc, le taux de couverture vaccinale des enfants est très bas. Donc, ça fait 2 points sur lesquels on est assez d'accord, finalement, maintenant. Le troisième, je vous assure que ce n'est pas la proximité des élections présidentielles qui me fait dire ça. C'est parce que je veux être factuel. Je ne suis pas un homme de passion autre que la connaissance. Donc je me fiche des uns et des autres, factuellement, quand je trouve que c'est raisonnable, je dis que c'est raisonnable, quand je trouve que c'est pas raisonnable, j'essaie de pas le dire individuellement parce que je veux pas insulter les gens, mais enfin je donne mon avis. Et que pensez-vous du rapport du Sénat sur le cabinet McKinsey ? J'ai deux manières de voir les choses. La première, qui est une manière qui ne me concerne pas, qui est celle du Sénat, c'est est-ce qu'on a suivi les processus légaux ? J'espère que oui, parce que franchement, il y a une lourdeur dans les processus de choix, en particulier les processus de choix mis en place par l'Europe et suivis par la France, qui sont les appels d'offres, le tri, comment on trie les appels d'offres, comment on évite les conflits d'intérêts. Tout ça est quelque chose qui est un problème juridique, légal, politique, et donc c'est pas à moi en parler, j'en sais rien, je suis comme un citoyen ordinaire. Maintenant, si on me demande, écoutez, est-ce que ça peut être utile d'avoir un rapport de McKinsey, alors là, j'ai une autre opinion, parce que, voyez-vous, moi, j'ai subi une mitraillette, enfin, c'est plus qu'une mitraillette, c'est les orgues de Staline en termes d'inspection depuis une dizaine d'années. Donc, je ne sais pas combien de fois l'IGAS, je ne sais pas combien de fois c'est l'inspection pour la santé, je ne sais pas combien de fois l'inspection pour l'enseignement supérieur. Une partie majeure de ces inspections consistait à aller chercher les ragots, savoir qui m'aimait pas, si les gens étaient contents, si les gens n'étaient pas contents. J'ai rarement eu l'occasion de me trouver en face de professionnels qui regardaient, écoutez, qu'est-ce que vous faites? En quoi c'est utile? Est-ce que ça fonctionne? J'ai eu aussi la Cour des comptes qui a zappé tout ce que je lui ai dit, tout ce que j'ai donné. Donc, si vous voulez, les institutions de ce pays, dont le rôle est de faire de l'évaluation et de l'inspection, ne m'ont pas, moi, convaincu. J'ai trouvé que c'était des instruments politiques qui cherchaient à atteindre le résultat qui s'était donné avant de commencer. C'est mon opinion, je ne dis pas que c'est vrai, je dis que c'est mon opinion. Tandis que quand McKinsey a évalué l'assistance publique, ça, c'est raisonnable comme évaluation, c'est extraordinairement sérieux. Ils ont tous les chiffres, toutes les données, ils ont évalué, comme nous, on a été obligé de le dire la fois où l'inspection de l'enseignement supérieur essayait absolument de détruire cet institut. On a été obligé de leur dire, mais écoutez, on a les taux d'absentéisme les plus bas de l'assistance publique et de toute l'université. Vous ne pouvez pas dire que les gens sont plus malheureux ici qu'ailleurs. Ils votent avec leurs pieds, là aussi. On n'a pas de demande de mutation, on a les taux d'absentéisme les plus bas. Donc c'est extraordinaire, et de dire plutôt, on va organiser un grand meeting de tous les ragots, de tous ceux qui sont mécontents. Je vous assure que sur 800 personnes, vous n'allez pas en trouver une quinzaine, une vingtaine, une trentaine qui sont mécontents. C'est que vraiment, vous êtes dans un monde que je ne connais pas, d'accord ? Et de regarder les vraies données, de dire, écoutez,
eux, ils posent des vraies questions. Hein. Ils disent, écoutez, il y a des services où il y a 10-15% d'absentéisme, à moins de 5%. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un tel absentéisme? C'est en dehors, et donc, comme eux ont des points de comparaison, c'est en dehors des normes habituelles. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, ils essaient d'investiguer les endroits dans lesquels ça ne fonctionne pas, basés sur des données réelles, pas sur des ragots ou des je ne sais quoi, ou des espèces d'articles foireux dans des journaux vautours qui essaient de regarder si nous sommes déjà à l'état de charogne pour nous dévorer, ce qui n'est pas encore le cas. Mais vous voyez, moi je vois très bien, par exemple, on a eu un rapport, là, récemment, d'une des inspections d'État, sur la manière dont nous pratiquions la recherche, ou ce dont les journaux dont je parle s'étaient fait un écho extrêmement malveillant, est faux. Ce que dit le rapport McKinsey, ça me ressemble plus à la réalité que ce que disent ces inspections multiples qu'on nous dépêche à chaque fois qu'on veut nous embêter. Donc à chaque fois qu'on n'est pas content parce qu'on n'obéit pas, j'ai l'impression d'être en classe. Ah, vous n'avez pas été sage, on va faire... Non mais, on m'envoie chez le surveillant général, ça suffit, enfin, pour arriver à des choses qui ne peuvent pas dire sont sans conclusion, tout ça n'est pas sérieux. Donc je suis d'accord que les structures d'État actuellement ont un vrai problème d'évaluation basée sur des données telles que peuvent le faire les cabinets d'audit. Je suis désolé, c'est comme ça. Nous n'avons pas, ça sert à recaser les gens ou à mettre des gens en promotion, ça sert à toutes sortes de choses. Alors sûrement des gens de très grande qualité là-dedans, mais enfin globalement, moi les rapports que j'ai vus issus de ça, je n'ai pas été convaincu par le sérieux de l'analyse basée sur des données réelles. Vous voyez, là-dedans, quand il dit message clé sur la valorisation de la recherche, eh bien, dedans, il dit, écoutez, l'équipe est très faible, il y a un manque de soutien à la recherche, c'est la même équipe qui est en place là maintenant, il ne s'est rien passé, hein. Il n'y a pas suffisamment de auditeurs de recherche, il y a la production scientifique par chercheur est très basse, et franchement, il y a 12 fois moins de personnes recrutées pour être à la recherche qu'à Bordeaux. C'est quand même impressionnant, quand même. Hein. Et la production par chercheur est une des plus basses, et tout ça n'est dissimulé à la masse que par la production de l'IHU, qui fait 20% de tout, pour 3% des personnels, fait 20% de la production de toute l'assistance publique. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est tellement atypique qu'on n'arrête pas d'être ennuyé. Oui, donc, il y a quand même une différence majeure entre les gens qui disent, écoutez, vous avez à la fin, les gens qui viennent de l'extérieur et qui vous disent, voyez, regardez, ça c'est la production scientifique par chercheur. Vous voyez que nous, effectivement, on est des extraterrestres ici. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de nous ennuyer, qu'on nous envoie tous les 2 ans une inspection pour savoir qu'est-ce qui se passe. Vous voyez. Donc, il y a quelque chose réellement qui est la différence entre les inspections sont devenues trop politiques, c'est de la politique qu'ils font, il faut être d'accord avec le ministre qui vous demande de leur tordre le cou, d'accord, et des gens à qui on demande, écoutez, faites-nous un bilan et des propositions pour savoir comment on peut avancer. Et donc, si, effectivement, une question qu'il faut se poser, c'est peut-être là, effectivement, en présidentielle, pour une fois, un bon moment pour en parler, c'est, écoutez, est-ce que l'infrastructure du pays est devenue telle qu'on ne peut évaluer et mettre en place la logistique qu'en faisant appel à des structures privées extérieures à l'État? Et ça, c'est une vraie question qu'il faudrait aborder dans la présidentielle, je vous le dis. Hein. Donc, mais en tout cas, moi, à mon échelle, je peux vous dire qu'il n'y a pas photo entre l'évaluation que moi j'ai vu faire par McKinsey, et je ne suis pas suspect de faire des cadeaux à ce gouvernement, quand même. Hein. Je ne suis même pas suspect du tout. Mais il n'y a pas de comparaison entre ça et l'ensemble des inspections que je vois. Là, j'entends une quête de ragots dans l'inspection actuelle qui me fait de la peine pour mon pays. Ouais. Justement, pouvez-vous nous donner des chiffres de l'IHU ? Oui, là aussi, si vous voulez, si
si on revenait dans un monde à peu près sérieux, moi je souhaiterais que, plutôt que y ait toutes ces commissions qui viennent nous évaluer, on ait McKinsey qui reviennent nous voir, parce qu'on a fait encore mieux depuis, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on a fait? Il devrait y avoir une inspection McKinsey sur le Covid. Ce serait intéressant. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Combien vous êtes malade? Combien vous avez eu de morts? La réalité. Pas les fantasmes, pas la presse qui s'excite, pas... Non, la réalité. Et ça serait intéressant, la réalité. Ces chiffres sont tous vérifiables, mes chiffres. Moi, j'ai pas non seulement ça me fait pas gagner plus d'argent, mais je suis même plus payé du tout. Et j'ai jamais été payé à diriger l'IHU. Je suis bénévole. D'accord? Comme Yolande Obadia est bénévole. Nous ne sommes pas payés. D'accord? Pour diriger l'IHU, j'ai eu mon salaire de professeur et de praticien hospitalier. Sur le plan des professeurs, je suis à la retraite. Sur le plan de praticien hospitalier, ils n'ont pas voulu me prolonger. Donc, je travaille gratis prodeo, ce qui veut dire gratuitement, pour Dieu. Voilà, c'est comme ça. Donc, que vous me croyez ou que vous ne me croyez pas, ça ne change pas mon salaire. Ça irrite les gens qui ont des résultats de cette nature, c'est tout. Hein. Et donc, vous voyez, voilà, le nombre de tests réalisés, le nombre de gens qui sont venus à l'IHU, vous voyez, 300 000 personnes sont venues se faire tester ici, on a fait 1 million de tests, vous voyez, il y a eu 77 000 patients ici qui ont été diagnostiqués, on en a pris en charge sur le plan thérapeutique un peu plus de 30 000, on expliquera ce qu'ils sont devenus. Là non plus, ce sera que des chiffres indiscutables. On prend la mortalité, l'INSEE quand même, en même temps, c'est pas nous qui tripotons les données de l'INSEE. On regarde, les gens qui ont eu un diagnostic sont morts 1 mois après, 2 mois après, l'INSEE. Il n'y a pas de question. La production scientifique, enfin, ici, si vous prenez tous les gens qui sont à l'IHU, rattachés à l'IHU sur le projet IHU, depuis le début sur le Covid, il y a eu 448 publications scientifiques internationales différentes. Nous, le cœur même de l'IHU, on n'a pas fait autant, on a fait je ne sais pas combien, 200. Mais vous vous rendez compte, ça représente. On est le premier pôle en dehors de la Chine, enfin, il n'y a rien d'équivalent. Donc c'est pour ça qu'on nous persécute. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous regardez, voilà, les gens, l'hôpital de jour, voilà, on était dans une situation de discordance avec nos amis radiologues. On les a convaincus à cette occasion de faire des scanners à basse dose qui irradient beaucoup moins, qui sont beaucoup plus faciles à interpréter, dont on peut faire le truc. Et bien, très bien, on en a fait des milliers avec eux. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans maintenant, qui ont fait des programmes d'intelligence artificielle. On a travaillé avec les radiologues. On a été le premier à publier les données par PET scanner, des modifications du cerveau dans les Covid longs, des modifications pulmonaires. On a fait 53 000 séquences, on a été les premiers à faire des séquences systématiques. Ça va, écoutez, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Vous voyez, ça c'est sérieux. C'est pas de savoir si j'ai cheveux longs, si j'ai engueulé une fois un étudiant, Non mais attendez, on vit dans un monde là. Est-ce que vraiment vous êtes intéressé au cours d'une épidémie pour savoir si vous aimez bien les gens, s'il y a des gens qui médisent, est-ce que c'est ça votre problème, ou votre problème c'est de savoir est-ce qu'on les prend en charge, est-ce qu'on s'en occupe, est-ce que la connaissance qu'on a acquise au cours de cette épidémie va servir à quelque chose, parce qu'elle est maintenant dans des publications internationales. Ça c'est notre devoir. Notre devoir, c'est pas de passer notre temps à avoir des inspections parce qu'il y a un ministre qui trouve qu'on dit pas ce qu'il dit lui, ou qu'on dit quelque chose simplement. C'est le droit à la parole. Donc moi je trouve que c'est très bien, on finit par être d'accord. Je suis content d'ailleurs, encore une fois, tout ce que je dis, je l'écris. Moi, c'est pas ma nature de censurer les gens qui ont des opinions divergentes, parce que l'avenir n'appartient pas, surtout ceux qui commentent les opinions divergentes n'ont souvent pas le niveau de ce... C'est très compliqué d'avoir une opinion divergente. En moyenne, on est plus intelligent quand on n'est pas d'accord que quand on est d'accord. Parce que quand on est d'accord, c'est plus la mode, mais moi, quand j'étais jeune, des gens avaient à l'arrière de leur voiture un chien qui hochait la tête comme ça. Donc, pour être d'accord, on est comme les chiens à la fin de la voiture, qui hochent la tête et qui disent oui, oui, oui. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne dis pas oui, oui, oui. Et je trouve que c'est beaucoup plus difficile de développer des arguments pour ne pas être d'accord, parce que, et c'est tout le principe de l'évolution des humains, c'est que tout le monde ne peut pas être entièrement d'accord sur les choses. Donc il faut qu'il y ait laissé un espace pour ne pas être d'accord, pour ne pas transformer. Alors il y a des domaines, le domaine religieux, très bien, les domaines religieux, ils sont aussi
évolutif que les autres. Il y a des hérétiques, et puis un jour, les hérétiques, c'est eux qui deviennent les patrons, et qui tuent ceux qui n'étaient pas d'accord avant. Hein. Donc, tout ça, il y a pas même les religions arrivent à imposer que tout le monde soit d'accord. C'est pas vrai, vous voyez ? C'est pas vrai, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, il faut arrêter de croire à l'unanimité, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, il faut laisser les gens exprimer leur point de vue. Voilà, il faut arrêter de se prendre, de se croire capable de discerner la vérité. Quand on est un journaliste, on ne se permet pas d'avoir des opinions sur ce qu'est la vérité scientifique. Enfin, c'est pas sérieux. Mais peut-être, il faut s'occuper de ce qu'est la vérité journalistique. Enfin. Donc que chacun reste dans son métier, laissez donc les scientifiques faire leur métier, discuter. Les scientifiques, pas les gens qui parlent de science, c'est pas les mêmes, ceux qui la pratiquent. Et puis, effectivement, la leçon du jour, c'est peut-être à contre-courant, mais qui est comme ça, c'est que dans la situation actuelle, l'État, quand il envoie ses inspections, envoie des inspections qui sont la plupart du temps trop dirigées pour des objectifs qu'ils essaient d'atteindre, et que ça n'est pas comme ça qu'on évalue les choses. Alors on évalue les choses en étant le plus possible neutre, et pour être neutre, il ne faut pas dépendre de celui qui vous donne.